Même quand j'étais salariée, c'était hyper important pour moi que mes chefs, etc., mes supérieurs n'aient rien à me reprocher. Ils disent Sandrine, elle est top, quoi. Je pense que l'immobilier tend vers ça. C'est vraiment une grosse disparité entre ceux qui vont prendre le lead sur leur secteur et ceux qui vont vraiment galérer. Hello à tous, bienvenue dans les icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes et singulières de conseillers immobiliers qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, on a le plaisir avec ma chère et tendre Céline de recevoir Sandrine. Salut Sandrine. Salut bonjour Sandrine. Julien, bonjour Céline. Salut. Bon, bah alors pour ceux qui nous écoutent, eh bien écoute, présente-toi et d'où tu viens, depuis combien de temps tu fais de l'IMO, où est-ce que tu exerces? On veut tout savoir. Tout savoir, pas tout quand même. Donc je suis Sandrine, j'ai 45 ans, je viens de l'Oise, à 50 km à peu près de Paris, un petit village de 400 habitants et je suis dans l'IMO depuis 2019. Voilà. 2019, ok. Voilà, 2019. Ça a été une reconversion puisque j'étais assistante commerciale depuis toute ma carrière, en salariat depuis plus de 20 ans. Et voilà, à 40 ans, j'ai opéré un changement radical et je me suis lancée dans l'IMO. Ok. Tu travailles du coup plutôt dans une zone rurale, c'est ça? Oui, plutôt une zone rurale, oui. Okay. Et je suis agent co dans une agence, en fait. Ça, c'est une spécificité aussi que je trouve très intéressante pour les gens qui nous écoutent. Nous, le but dans les icônes de l'immobilier, c'est vraiment de présenter des profils qui vont être à chaque fois différents, de personnes qu'on a accompagnées ou formées. Et tu as deux caractéristiques très spéciales, c'est que tu es dans une petite commune rurale, pas très loin de Paris. Donc, je pense qu'on va parler peut-être des années Covid aussi. Peut-être que tu as vu une manne de clientèle venir de région, plutôt de Paris sur ton secteur. Et la deuxième chose, c'est que tu travailles dans une agence traditionnelle. C'est pas une agence franchisée en plus? Non, pas du tout. Il y a une seule agence, puisque c'est une agence familiale qui date de 1938. Oui. Ce sont les grands-parents qui ont créé en fait, cette agence. Et aujourd'hui, la gérante, c'est la 4e génération. D'accord, génial. Incroyable. Voilà, donc on est vraiment... il n'y en a qu'une, quoi. Ok. Et vous êtes combien, du coup, dans cette agence? Alors, au niveau de la négo, on est 3 et une personne qui s'occupe que de la location. D'accord. Ok, très bien. Et donc, raconte-nous comment tu en es venu à l'immobilier. Alors, ça date d'il y a très longtemps. À l'âge de 24 ans, déjà, j'avais voulu faire ça. C'est précis. 24 ans, ça veut dire qu'il y a eu un événement à 24 ans, tu voulais déjà faire ça? Oui. Okay. À 24 ans, je voulais faire ça. Et en fait, j'avais postulé. J'avais été prise dans une agence qui s'appelle, à l'époque, Les Trois Forêts. D'accord. C'est pas la forêt, c'était les Trois Forêts. C'était les Trois Forêts. D'accord, okay. Voilà. La copie. Ouais, la copie, ouais. Mais c'était les Trois Forêts et j'avais été prise, mais j'ai décliné parce qu'en fait, je venais d'acheter mon appartement et j'avais trop peur. L'avance sur commission, j'avais vraiment peur en fait. Je me suis dit, je viens d'acheter mon appart et si je n'honore pas mes échéances, etc. de prêt, j'ai eu peur et du coup, j'ai refusé. C'est vrai que les avances sur commission, ça se fait de moins en moins. Ouais. Peut-être heureusement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile d'attaquer un métier en se disant dès le premier mois qu'en fait on doit la somme qu'on vient de nous donner finalement. Donc les avances sur commission, c'est quand même... Ça fait toujours un petit peu peur. Et en plus, c'est quand même un système qui n'existe pas non plus dans beaucoup de métiers. Donc à 24 ans, donc ça remonte à... Il y a 20 ans, ça fait 21 ans. On met un bip là sur la c'est ça. À l'époque, ça se faisait beaucoup plus. Même nous, quand on a commencé dans l'IMO en 2008, c'était beaucoup plus démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus que des agents co quasiment. Sauf des fois dans les grandes agences familiales, un petit peu comme la tienne, où finalement les clients viennent un petit peu tout seuls et donc les directeurs d'agence préfèrent prendre des salariés plutôt que des agents co, tout simplement parce que le chiffre généré se fait très facilement, quoi. Finalement, on a plus besoin de gens qui vont traiter les clients que de gens qui vont aller les chercher. Mais en fait, nous, il y a une agent co, moi, et une salariée. D'accord. Voilà. Et la salariée, elle a une base, en fait, elle a un fixe. Ouais. D'accord. Elle a un fixe qui est du coup le... Comment on appelle ça? L'immobilier. Ouais, enfin du coup c'est forcément le SMIC. Voilà. Et après elle fait ses coms avec un pourcentage, etc. Et moi qui suis en agent co. Ok. Mais c'est pareil, ça se fait plus non plus. Le SMIC comme ça. Ça se fait de moins en moins. Il y en a très peu qui le font aussi. Comme je disais, il y a nous aussi par chez nous, dans le sud-est, vers Avignon, on a une agence qui est très connue. Ils ont une quinzaine d'agences et en fait, c'est une agence où ils tournent qu'avec des salariés. Je sais qu'il y a un gros groupe aussi qui s'appelle Human, dont la politique, c'est vraiment d'avoir que des salariés. Mais ça reste des exceptions aujourd'hui, c'est pas la norme. Non, il y a beaucoup. Enfin, nous, où j'habite, en tous les cas, il y a beaucoup d'agents co dans les agences. Ok. Du coup, c'est ça qui t'a fait peur? Donc, quand tu avais 24 ans?
Ouais, de pas pouvoir payer mon crédit en fait d'appartement. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais j'ai continué mon salariat pendant. Ah, t'avais déjà commencé à investir dans l'IMO à 24 ans. T'avais déjà acheté ton premier Oui, appart. c'était mon premier appart, ouais. Ah, ok, super. Ouais. C'est bien ça. Déjà, il y avait déjà une petite fibre. Ouais, Quoi. exactement. Ouais. Donc du coup, après cette expérience finalement qui n'a jamais été, t'as continué en tant que salarié. Oui, c'est ça. En tant que salarié, j'ai une formation à la base en langues étrangères dans l'assistanat commercial. Donc j'ai fait ça après jusqu'en 2018, puisque j'ai rencontré mon très cher et tendre, mon deuxième très cher et tendre, puisqu'entre-temps il y a eu un divorce. Et j'ai eu des jumeaux et en 2018 j'ai eu 40 ans, j'ai tout changé. Ouais, 40 ans, on s'est mariés. Ouais, 40 ans, on s'est mariés. Et les jumeaux, le mariage, la rencontre. C'est ça, ouais. Et je me suis lancée dans l'IMO. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré la gérante de cette agence, parce qu'on cherchait une maison. Comme on a eu des jumeaux, la maison était trop petite. Donc on a voulu bouger. Et je suis tombée sur elle. Et un jour, mon mari lui dit mais vous savez, Sandrine, en fait, son rêve, ça a toujours été de travailler dans l'IMO. Et donc elle me dit ah bon? Elle me dit pourquoi? Elle m'a donné un rendez-vous le mercredi d'après. Elle m'a dit venez, on va en parler. Elle a été réactive. Et voilà. Ok. Et comment ça s'est passé la rencontre? Super. En fait, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle nous proposait des biens, je les localisais. Et voilà. Et à chaque fois, je l'attendais devant la maison. Elle me dit je vous ai pas donné l'adresse. Non, mais en fait, voilà, je l'ai trouvée. Et elle me dit comme je vois que vous êtes, voilà, ça va vite, ça capte. Voilà, vous trouvez assez vite les biens. Voilà, elle m'a dit écoute, si tu veux commencer, on commence. Par contre, pas en salarié. Ok. Donc là, après, il a fallu. Il a fallu y réfléchir, voilà, parce que 3 enfants, qu'est-ce qu'on fait? J'avais une place de salarié quand même, un fixe, etc. Et voilà. Et j'ai fait une rupture conventionnelle. Ça m'a permis de me lancer, d'avoir du Pôle emploi à côté, au cas où, parce qu'au début, je savais très bien que j'allais pas vendre comme ça du jour au lendemain. Ça allait pas être facile, il fallait être formé, etc. Et voilà. Et donc, j'ai vite pris une décision parce qu'en fait, je me suis lancée dans un premier temps en étant encore salariée, mais en étant à 60%. Parce qu'avec la naissance des jumeaux, j'étais pas à 100%. Je me suis dit, je vais essayer comme ça. En fait, je me suis vite rendu compte que l'immobilier, il faut y être à 100%. Que quand le téléphone sonne et que toi, tu es à ton poste de salarié, c'est pas possible. Et tu loupes les opportunités, Enfin bref. Donc on a vite pris une décision et à Noël de la même année, avec mon mari, on s'est dit, si tu veux le faire, fais-le. Et je me suis lancée. Voilà, exactement. Fais-le à fond. Et je me suis lancée. Ok. Au début, tu as eu je pense que tu as eu une phase où tu étais un peu hésitante, où tu as eu un peu peur. Ouais. Et à partir du moment où tu as pris cette décision, ok, c'est bon, on y va à fond, comment tu t'es sentie et comment ça s'est passé cette période-là? Bien, parce que je me suis... Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Donc, en fait, quand je me suis lancée, puis j'avais le soutien de mon mari. Donc, du coup, on sait qu'on va pas, je vais pas vers l'inconnu. Je sais que financièrement, oui, si je vendais pas, j'avais quand même un petit peu. Alors oui, Pôle emploi, c'est pas, oui, mais bon, ça permettait quand même de régler ce qu'il fallait régler. Et voilà, ça m'a aidé. Et c'est parce que j'avais aussi ce support financier à côté. Sinon, je crois que sans rien, je l'aurais pas fait. Il y a deux choses qui sont vraiment hyper importantes quand on démarre dans l'IMO. On n'en parle pas assez. Le premier, c'est le critère financier. Celui-là, tout le monde en parle, évidemment, parce que c'est le critère qui préoccupe très souvent le plus les gens. Mais il y a un autre critère qu'il faut prendre en compte et qui est, pour moi, fondamental, c'est le soutien familial. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un métier qui est tellement, qui est tellement émotionnellement prenant, où finalement, l'avenir se dessine des fois seulement avec 2 clients. Hein. Quand on arrive à faire une vente, c'est seulement 2 clients. C'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir le soutien de ses proches et malheureusement on n'en parle pas. Tu te dis tout se joue sur une décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut sauter le pas, tu t'essayes de voir avec ton conjoint est-ce que ça peut passer, tu réfléchis comme toi tu as réfléchi, surtout en plus quand tu as 40 ans comme tu dis, tu as une situation déjà, etc., des enfants, est-ce que je peux me lancer, me permettre, tu vas dans l'inconnu, tu sais pas combien tu vas faire de ventes, là tu disais t'es pas encore formé et l'entourage a un rôle de justement de te donner confiance et de pouvoir te lancer là-dedans. Et ça, c'est génial. Ah oui, puis super, mon mari m'a soutenu tout de suite, quoi. Mais maintenant, il le voit, quand je bosse et tout, il me dit, je pourrais pas faire ce que tu fais. Mais quand tu parlais d'émotion, émotionnellement et tout, c'est clair. Ah, mais je pense que c'est les montagnes russes tout le temps. Et même la veille d'une signature chez le notaire, t'es pas sûr parce qu'il y a un truc qui tombe. Et il me dit, je pourrais pas. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, les proches, ce qu'on fait, c'est quand même assez invisible, déjà aux yeux des clients, mais alors aux yeux de nos proches, c'est encore pire, parce qu'ils se disent, mais finalement, c'est quoi son quotidien, quoi? On nous voit passer des coups de téléphone, mais on ne sait pas vraiment ce que contiennent les conversations, on ne sait pas quand c'est chaud, à quel point c'est chaud. Nous, on le sait, mais l'environnement ne le sait pas. Il ne voit que nos émotions, ce qui transparaît de ça.
Ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'on fait. Des fois, en termes d'investissement, ça peut être en temps, en argent. Oui, non, mais en tout. Hein. Ouais. Quand je suis allée prospecter, ils s'imaginent, elle a mis des petits bouts de papier dans les boîtes aux lettres et c'est tout. Non, je me suis pris 4 portes. C'est ça. Et puis, des fois, des beaux sourires. Les bonnes opportunités, nous, on le sait, mais les gens ne savent pas derrière ce qu'on a fait concrètement. Et non. Ça peut être Comment on va chercher les affaires, des fois. Exactement. Non, ou comprendre le stress que tu peux ressentir la veille d'un compromis, en te disant qu'est-ce qui va sortir au compromis, est-ce que le notaire va pas nous sortir un truc du chapeau, est-ce que ça va vraiment se signer, voilà, ça c'est intérieur, ça. Nous, on avait une anecdote avec un commercial à nous, dont la femme était très jalouse de son métier, par exemple. Et ça avait été vraiment un gros problème dans leur couple déjà, parce qu'elle le voyait s'épanouir vraiment dans l'immobilier et elle avoir un métier un peu plus ingrat, on va dire. Et ça avait créé des tensions entre eux qui étaient assez fortes. Donc, c'est pour ça que le soutien de la famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, quand tu t'es lancé, 2019, ça y est, t'es rentré dans le bain, on va dire, pour de bon. Comment ça s'est passé l'intégration à l'agence? Alors déjà, j'ai bien compris que c'était le fruit d'une rencontre, cette intégration. Comment ça s'est passé tes débuts? Quelles ont été les premières difficultés auxquelles tu as été confronté et auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé être confronté? Au début, moi, elle m'a bien formée. Elle m'emmenait avec elle sur tous les rendez-vous. Sur le terrain. Bien sûr, voilà. Après, c'est plus la connaissance qu'on n'a pas, c'est-à-dire la connaissance sur les diagnostics, la connaissance juridique qu'on n'a pas quand on commence. C'est clair qu'on n'a pas tout ça. Après, c'était plus peut-être, et toujours un petit peu aujourd'hui, mais moins au niveau de la prospection. C'est ça, aller frapper aux portes, etc. Maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, mais il y a toujours une petite appréhension là dans le corps. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Une boule dans le ventre, toujours une petite. Qu'est-ce qui va. Mais bon, maintenant, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est léger, mais ça reste encore là. C'est plus ça, parce que le reste, les compromis, parce que nous, on rédige les compromis du coup. Comme elle a la carte professionnelle, donc on rédige les compromis, mais même ça, l'apprentissage du compromis, de tout le reste. Je crois qu'après, quand on aime ce qu'on fait et qu'on a envie, on apprend vite et on a envie de le faire. Donc, même les gros obstacles, je pense pas. Et c'est bizarre parce que du coup, tu parles vraiment on va dire, de l'apprentissage juridique, technique, etc. Tu avais des techniques d'ailleurs, des connaissances en technique du bâtiment, par exemple? Parce que tu avais déjà investi peut-être Oui, j'avais investi. Et puis, j'ai un papa qui a fait toute sa carrière maçon. Ah ouais, d'accord. Okay. Et un oncle qui est carreleur. Et non, voilà. Et puis, j'aime bien, mais pas spécifiquement des techniques, non. Mais je connaissais quand même un peu. D'accord, ça aide. Oui. Et par contre, sur le plan commercial, comment ça s'est passé relationnellement avec les gens quand tu es arrivé dans le métier? Comment tu t'es senti? Est-ce que de suite, tu t'es dit « Ok, c'est fait pour moi » Est-ce que tu avais des appréhensions? Comment tu as géré la relation avec les gens au démarrage? Franchement, bien. Mais je pense que pendant 20 ans, j'avais fait de l'assistanat quand même commercial. Alors, ok, c'était par téléphone, mais j'ai toujours eu de bons retours et tous les jobs où je suis partie, à chaque fois, mes clients... ça se passait vraiment très très bien. Donc c'est pas parce que je les voyais physiquement du coup que ça allait changer. Moi je suis partie dans la même optique et franchement ça s'est bien passé tout de suite. Et pour les gens qui t'écoutent du coup et qui voudraient se lancer dans l'immobilier, tu dirais qu'il faut combien de temps? Du coup toi t'as mis combien de temps pour te former et vraiment aller sur le terrain, à être relâché vraiment sur le terrain, à faire ton premier client, etc. Cette période-là, elle a duré combien de temps à peu près? Je dirais un peu moins d'1 an, parce que j'ai vraiment voulu, j'ai fait plein de rendez-vous avec la gérante de l'agence, okay. J'ai tourné avec des diagnostiqueurs, par exemple, pour me former. Donc non, j'ai vraiment pris mon temps. Après, évidemment que j'ai fait quelques rendez-vous d'estimation seule, même si la gérante m'accompagnait, c'est moi qui menais le rendez-vous, mais elle était là. Mais un peu moins d'1 an quand même. D'accord. Voilà. Après, j'ai fait des visites quand même, j'ai fait des visites sans elle et tout, mais vraiment faire un rendez-vous de A à Z, c'est-à-dire l'estimation, le mandat, le rendu d'estime, le mandat, les visites, le compromis, tout, un peu moins d'1 an. D'accord, ok. Oui, il faut ça en général quand on démarre, il faut nous, ce qu'on dit à peu près, il faut toujours entre 3 et 6 mois pour comprendre vraiment le métier. Et puis après, les 6 autres mois, c'est vraiment des mois de test où là, on va se tester notre savoir-être, tester nos connaissances, tester les différents types de clients auxquels on doit se confronter parce qu'ils sont tous différents. Oui, c'est clair, c'est l'être humain, c'est comme ça. Et puis ça dépend aussi à quelle période tu arrives.
Quelqu'un qui est arrivé en 2020 ou 2021 et quelqu'un qui arrive maintenant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Pour toi, du coup, avec ces 4 ans de recul maintenant, c'est quoi la grande différence justement pour toi entre ces deux périodes, c'est-à-dire la période, on va dire, de 2020-2022 à 2022-2023? C'est quoi pour toi les grands changements au niveau de l'immobilier? Au niveau de l'immobilier et au niveau de la relation avec les clients, justement. Au niveau de l'immobilier, c'est plus compliqué maintenant. Il y a moins... les gens sont restés dans leur esprit, je parle des vendeurs, ils sont restés avec des prix de période Covid. Et aujourd'hui, leur faire entendre raison sur les taux sont à 4,50. Moi, mes clients, il y a 2 ans, ils achetaient à 0,85, 0,90. Leur expliquer tout ça, ils vous disent oui, je comprends. Mais en fait, on n'arrive pas à leur dire mais votre maison, elle vaut pas ça. Ils sont restés vraiment avec toute cette masse de Parisiens qui sont arrivés justement. Tu t'en parlais tout à l'heure, mais on a eu beaucoup de Parisiens 2021, fin 2020, 2021 et début 2022 qui sont arrivés, nous, dans notre région. Parce qu'en fait, oui, on est des petits villages, etc. Mais il y a tout. Il y a quand même toutes les écoles, il y a toutes les infrastructures, que ce soit pour les loisirs, pour tout. Et c'était beaucoup moins cher qu'à Paris, en ayant un petit bout de jardin ou ne serait-ce qu'une cour, parce que c'est ce que cherchaient les Parisiens. C'était pour voir si... Parce que si ça recommençait, si on revivait une période de Covid, il fallait pouvoir sortir et pas rester dans un appartement à 5, à 6, à 4, enfin voilà. Et on a eu cette masse de Parisiens qui est arrivée. Du coup, les prix ont flambé chez nous. Vraiment, il y a même des maisons qu'on a vendues, on pensait jamais les vendre à ce prix-là. Mais vraiment. Et du coup, les vendeurs sont restés avec ça dans la tête. En se disant, les Parisiens vont encore venir acheter. C'est ça. Là, ils ont de l'argent, ils vont pouvoir acheter. On reste à ce prix-là. Sauf que moi, je leur explique qu'il y a déjà des Parisiens qui partent. Parce qu'en fait, quand moi, je suis née là-bas, donc j'ai l'habitude de prendre ma voiture pour emmener mes enfants à tous les loisirs, pour emmener mes enfants à l'école, etc. Que quand on est à Paris et qu'on a tout sous la main et qu'on peut se faire un théâtre, un machin, un truc en prenant une rame de métro et aller 2 stations et on y est. Là, même pour un spectacle, pour un concert, il faut prendre forcément sa voiture pour tout. Alors quand on est habitué, évidemment, on est habitué. Mais voilà, et là, avec le recul, ça fait 2 ans. Et puis le télétravail, c'était 4 jours par semaine. Maintenant, ils n'ont plus que 2 jours. Donc les 3 autres jours, il faut prendre le train. Ils se disent, c'est une galère de prendre le train. On sait ce que c'est, les grèves et tout ça. Donc il y en a quelques-uns, ils se disent, finalement, on repart, quoi. Et par rapport à la conduite de ton métier, relationnellement avec les gens, pour toi, quelle période tu préfères? Parce que tes résultats n'ont pas énormément varié d'une période à l'autre. Est-ce que tu préfères la période Covid où justement c'était le feu, on courait partout et la prime était plutôt à celui qui rentrait l'affaire en premier? Ou est-ce que tu préfères cette période-là où certes il y a peut-être moins d'acquéreurs, des vendeurs qui sont toujours aussi gourmands en termes de prix? Qu'est-ce que tu préfères? Dans quel marché tu te sens le plus à l'aise? Les deux, mais je dirais que le marché actuel, il est aussi bien dans le sens où ça fait un tri naturel des acquéreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'acquéreurs, mais c'est vraiment des dossiers solides. D'accord. Moi, je le vois, il y a 15 jours, on a signé un compromis, des petits jeunes, cadres, etc., un bon apport. Mais vraiment, je les ai envoyés voir le courtier avec lequel je travaille, il m'a dit, mais c'est super dossier. Et vraiment, là, on a vraiment que des bons dossiers. À la période du Covid, tu faisais 10 visites, il y en avait 5 sur les 10 qui ne pouvaient pas acheter. Ils pensaient qu'ils pouvaient parce que les taux étaient très bas. Et puis, oui, mais chez eux, les maisons ne sont pas chères. C'est bon, on a des bons salaires. Sauf que derrière, il y avait des gestions de compte qui étaient catastrophiques. Donc voilà. Et finalement, sur les 10, il y en avait que 5 qui pouvaient. Beaucoup de perte de temps, quoi. C'est ça. Okay. Donc, même si moi, je dis toujours à mes clients me disent « Oh non, mais on ne va pas les visiter, on va vous faire perdre votre temps. » Non, mais faire des visites, c'est notre métier, c'est ce que je leur dis. Vous ne me faites pas perdre mon temps, puisque vous, ça va affiner votre recherche. Moi, c'est mon métier de vous faire visiter. Donc non. Mais là, c'est vrai que pendant la période du Covid, c'était tout et n'importe quoi. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas du tout acheter. C'est même pas qu'ils ne pouvaient pas acheter à ce budget, c'est qu'ils ne pouvaient pas du tout acheter. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que... Alors aujourd'hui, oui, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de biens. Quand ils sont là, les gens veulent les mettre à des prix. Voilà. Et puis les acquéreurs, il y en a moins, mais c'est des bons dossiers. Donc finalement, pour toi, en termes de rapport temps de travail, efficacité, cette période-là, elle est peut-être en ce moment, oui, je pense qu'en ce moment, c'est mieux. Ça, c'est bien parce que c'est rare. On l'entend pas souvent, ce discours-là, le fait de dire il y a moins d'acquéreurs, certes, mais ils sont plus qualifiés. C'est ça. Et si tu les suis, parce que moi, j'en ai comme ça que je suis depuis 3-4 mois, mais si tu les suis, tu sais que c'est toi qui vas faire l'affaire parce que si tu la ramènes toujours. Et puis c'est ça, moi, je sais, je suis toujours présente, je les appelle régulièrement. Et même quand j'ai rien à leur proposer, j'ai des clients, j'ai rien à leur
leur proposer, je les appelle, on me dit mais c'est super, vous m'appelez alors que vous avez rien à proposer, alors qu'il y en a plein. J'ai pas de nouvelles pendant 3 mois. Après, ils ont un truc mais qui me convient pas. Et vous, vous me donnez des nouvelles quand même. Et donc, je pense que si tu les suis bien, ces clients-là, c'est toi qui iras au bout avec eux. Mmh. Tu dirais que ça serait quoi, pour toi, les 3 qualités d'un conseiller immobilier dans la période actuelle là ? C'est quoi les 3 points vraiment sur lesquels il faut être bon ? Alors, patient, très communicant. Faut pas les lâcher en fait. Faut que régulièrement et que tu demandes. Alors depuis qu'on a visité notre dernière maison, est-ce que vous avez visité d'autres choses ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors voilà, faut être présent quoi. Voilà, communiquer, être présent, patient, et puis persévérant, avoir toujours la banane quoi. Parce que sinon. Ça change pas en tout temps, je serais tenté de dire. Ouais, mais il faut parce que des fois t'en as qui baissent les bras parce que dès que c'est compliqué en fait, c'est compliqué, j'ai pas fait de vente, j'en entends hein. Ouais, bah oui. Donc, tout le temps. Donc j'en entends et même à l'agence, hein, des fois, des remises en question tout de suite parce que c'est compliqué. C'est bien de se remettre en question. Hein, je dis pas il faut, mais c'est pas parce que la période est difficile que tu dois te remettre en question. C'est pas forcément toi qui bug en fait. C'est la période, elle est comme ça pour tout le monde. C'est bien de le prendre d'avoir cet état d'esprit en tout cas là-dessus, parce qu'effectivement on a beaucoup de conseillers aujourd'hui qui sont en grand stress en se disant période Covid, j'étais pas très formée mais j'y arrivais bien et puis là je sens que je manque de toute façon de formation et en plus là c'est la cata quoi, j'ai pas un appel, j'ai rien, c'est la remise en question. En gros, la question c'est est-ce que je continue ou pas. Alors il y en a beaucoup qui ont arrêté hein. Nous dans notre région, on en a énormément qui ont arrêté. Ouais. Énormément. En fait, je pense que c'est un petit peu comme l'état de la société en France finalement. Je pense que l'immobilier tend vers ça. C'est vraiment une grosse disparité entre ceux qui vont prendre le lead sur leur secteur et ceux qui vont vraiment galérer. Il va y avoir une majorité de gens qui vont galérer et une paire de conseillers immobiliers par secteur qui vont arriver à performer. Et alors, je ne sais pas quand est-ce que sortira notre épisode, mais on a reçu Julien Salamon, que tu connais, et qui lui a des résultats qui se sont améliorés pendant cette période de crise. Et en fait, ce qu'on constate, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de dire, il ne faut pas remettre tout en question. Ça va dépendre des conseillers. Ceux qui tournaient bien déjà pendant la période Covid, qui avaient un système qui fonctionnait en termes de suivi, en termes de prospection, en termes de tout ça, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais il y en avait qui réussissaient en fait plus par rapport à la période qui était propice, que réellement par rapport au travail et aux compétences qu'ils avaient développées et aux actions qu'ils mettaient en place pendant la période. Et comme on dit à chaque fois, moi ce que je dis souvent, c'est il y a les problèmes apparents du moment, donc il n'y a plus d'acheteurs, les vendeurs sont trop gourmands, les agences ferment, ça c'est les problèmes apparents. Tout le monde se concentre sur ces problèmes-là, au lieu de se consacrer vraiment sur les problèmes cachés. Et les problèmes cachés, c'est quoi ? C'est le problème de marketing et de vente. Quelle est la relation qu'on va avoir avec nos acheteurs ? Comment on va aller les capter ? Comment on va faire pour influencer les vendeurs à baisser leur prix ? Et de ce que tu as dit là, finalement, tu te consacres plus aux problèmes qui sont cachés et dont finalement peu de gens parlent, qu'aux problèmes apparents, au bruit du monde. Oui, non, moi, le brouhaha, ça ne m'intéresse pas. Non, moi je continue sur ma ligne de conduite, tout ce que je fais sur Facebook, les chaînes YouTube. Je vais toujours voir mes clients comme ça dans la rue, parce que j'ai toujours des clients qui me donnent des infos, des choses comme ça. Je continue, là, à la Fête des Mères, j'avais fait un concours avec la boulangerie de mon village. J'avais fait gagner un Saint-Honoré aux fruits rouges pour la Fête des Mères. Voilà, je continue. Je me dis que, actions, oui, je me dis que voilà, ça va pas rester comme ça 3 ans. Et puis que de toute façon, on sait bien que dans l'immobilier, il y a toujours, ça monte, ça descend. Faut juste être tenace à la période la plus difficile. Et puis après, voilà. Exactement. Et tes prospects aujourd'hui, alors on va parler des vendeurs d'un côté puis après des acquéreurs, grosso modo, c'est quoi tes sources de prospects aujourd'hui ? Est-ce que c'est ta prospection terrain ? Est-ce que c'est peut-être par le biais de l'agence, des gens qui viennent directement ? Peut-être par ton biais à toi, le travail de notoriété que tu fais depuis plusieurs années maintenant ? D'où ils viennent ces clients-là ? Alors, de l'agence, même si, comme vous avez dit, un téléphone, il sonne pas beaucoup, mais de l'agence, oui. De mon site, de mon Facebook. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont contacté en direct via Messenger parce qu'ils ont vu que j'étais sur le secteur, sur la page de la ville, etc. Tu es actif sur la page de la ville ? Oui, c'est ça. Oui. Je partage, évidemment, quand je vends, quand il y a des biens en vente, mais je partage aussi d'autres choses. Je ne partage pas que ça. Je partage des infos. Par exemple, nous, on a une association dans notre village. On fait plein de choses pour les enfants ou pour d'autres choses, des trucs pétanques, ce genre de choses. Je partage plein de choses. Je suis sponsor de 2 associations maintenant.
Celle de notre village et celle de la ville d'à côté qui est bien plus grande. Donc du coup, voilà, je participe à tous les événements aussi. Et puis aussi, bien sûr, avec des gens qui n'ont pas été des clients, mais des gens que j'ai rencontrés lors de prospection terrain et qui aujourd'hui me donnent des tuyaux parce que c'est bien passé, parce que dès que je les rencontre dans la rue, moi je suis quelqu'un, je marche beaucoup. Voilà, c'est mon seul sport, c'est marcher. Et du coup, je rencontre plein de gens et tout le temps, vous allez bien, machin. Et alors, on me raconte leurs histoires de chiens, de ceci, de cela. Et voilà. Et en fait, j'ai créé des liens comme ça. Et les gens après, Sandrine, vous avez vu au bout de la rue la maison, je crois qu'elle va être en vente. Enfin voilà quoi. Pour toi, c'est un travail de fourmi, un peu ce travail relationnel-là. Est-ce que c'est quelque chose vraiment... Tu fais depuis le début, ça, ce travail relationnel quotidien en prospection ? Depuis le début, mais plus accentué depuis, peut-être depuis 2 ans, beaucoup plus. D'accord. Ouais. Et du coup, les résultats s'en font sentir tu le ressens ? Oui. Ah oui, les gens tout de suite, ils me connaissent, ou alors ils donnent mon nom. J'ai donné votre nom à quelqu'un là qui veut vendre. Alors des fois, c'est pas mon secteur. Des fois, c'est pas mon secteur. Mais voilà, il me référence et tout. Non, franchement, ouais, ça marche bien. Mais j'aime bien. Hein. C'est un travail de fourmi, mais j'aime bien parce que discuter avec les gens de tout et de rien. Et on montre qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse à eux. Et c'est ça, en fait. Je crois que les gens, ils ont besoin qu'on les écoute aujourd'hui. Avec la période Covid qui a été... les gens, ils sont un peu fous maintenant, hein, c'est vrai. Hein, il y a tout. Mais les gens, ils ont besoin de parler avec les gens. Moi, je vois des fois quand je vais faire de la prospection, et ça m'est arrivé, on a un petit stagiaire à l'agence qui est en BTS alternance, donc au mois de septembre, ça fera 1 an qu'il est avec nous. Et donc, du coup, il tourne tout le temps, soit avec moi, soit avec les autres de l'agence, etc. Et un jour, on passe devant un monsieur, et en fait, je participais à un marché de Noël, et je faisais gagner quelque chose. Et du coup, il me dit... Oh non, les agences, non mais moi je veux pas vendre ma maison et tout. Je dis, mais non mais, et moi toujours avec de l'humour, mais c'est pas pour vendre votre maison, je viens vous offrir quelque chose. Et on est resté plus d'1 heure à parler avec lui, et finalement c'est lui qui me donne les filons maintenant, et qui me donne les tuyaux. Et alors mon stagiaire, Timothée, me dit, c'est incroyable, on est arrivé, en fait il voulait absolument pas nous parler, et il me dit, et maintenant c'est lui qui t'appelle, et c'est lui... Ouais. Tout s'est joué sur la première phrase que tu lui as... Non mais c'est ça, ouais. Et il y en a beaucoup des gens comme ça. Au premier abord, ah ouais, mais non, encore un agent IMO et tout. Et après, en fait, il faut savoir. Puis l'humour, ça marche toujours. Hein. Franchement, la gaieté, la bonne humeur, l'humour en général. Ça se voit déjà. De toute façon, tu brilles déjà. Même là aujourd'hui, on voit que l'humain est important. Mais c'est ça, et les gens ont besoin qu'on. L'empathie. C'est ça, exactement. L'empathie, c'est super important. Oui, ça, et puis, ce qu'on dit, c'est que la vente, c'est un rapport de séduction avant tout. Ouais. Alors, évidemment, c'est un peu comme la drague. C'est comme si on fait à une fille, file-moi ton 06, c'est moyen. Mais si on fait une petite blague, qu'on a un trait d'humour, voilà. Mais non, mais c'est ça marche beaucoup. Parce que tu vas peut-être pas correspondre à son. Voilà, au physique, voilà. Mais comme tu seras. Voilà, tu auras peut-être une approche avec de l'humour ou ce genre de choses. Exactement. Qu'est-ce qui t'a séduit chez moi? Non, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai une question pour Sandrine. Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme te facilite justement ces relations avec les gens? Je lance un grand débat. Non, mais pour certains, clients, je pense que oui. Tu as l'impression justement que le contact est plus facile quand tu pars en prospection, quand tu es au téléphone, tu fais de la pige? Oui. Ok. Et du coup, le fait d'être une femme, tu as l'impression que ça te facilite ou au contraire que ça te... Non, pour certains clients, je pense que ça facilite effectivement. Pourquoi? Avec certains hommes, par exemple. Après, c'est toujours un peu borderline des fois, parce que tu as des hommes, oui, ça facilite, mais ça peut vite, exactement. Ça peut vite... oui, je vous invite... non, non, ça va aller. Mais ouais, ça peut vite... Après, avec certaines femmes, par contre, ça peut être aussi un frein. Parce qu'il y a des femmes qui sont assez... qui n'aiment pas les autres femmes, tout simplement. Hein. Donc des fois, c'est vrai qu'avec certaines femmes, par contre, ça peut... Voilà, on sent que tout de suite, il y a une limite. Et puis, avec certaines femmes, il faut faire ses preuves. Hein. Okay. Ouais, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, on a vraiment un discours un peu ultra féministe aujourd'hui où on dit voilà, les femmes sont bridées dans le milieu du travail. Je ne dis pas du tout que ça n'existe pas. C'est clair et net que ça peut exister. Mais dans l'immobilier, moi, ce que j'ai constaté, et je vais te poser la question à toi aussi parce que je sais que sur le sujet, tu as des idées. En tout cas, dans l'immobilier, cette inégalité entre hommes et femmes se ressent beaucoup moins que dans d'autres domaines. Moi, je pense même que c'est un atout. C'est un atout d'être une femme dans l'immobilier parce qu'effectivement, quand on va en prospection, une femme qui va sonner chez quelqu'un, ça amène toujours
plus de confiance. Quand on fait de la pige, on le ressent. C'est une femme qui appelle, c'est pas pareil qu'un homme. Et du coup, finalement, pour le coup, c'est un petit peu facilité. Quand on était à l'agence, Julien, on faisait une pige, limite on faisait la même pige, on disait exactement la même chose, c'était pas reçu de la même manière, que ça soit Julien ou moi. Donc c'est vrai que ça, c'était assez... Par contre, est-ce qu'en tant que femme, là c'est moi qui vous pose la question, est-ce que finalement on n'est pas jugé aussi sur des critères dont les hommes ne sont pas jugés par défaut, je serais tenté de dire. Par exemple, tout ce qui concerne le bâtiment. Les techniques, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr. En plus, tu dois avoir des choses à dire si ton père était... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut justement se former, parce qu'effectivement, on peut nous prendre des fois, mais ça m'est déjà arrivé, des hommes qui posent des questions, et en fait, ah oui, mais finalement, vous y connaissez. Ben oui, c'est un peu mon métier, ça fait partie de ça. Et pour revenir sur le fait d'être une femme, je pense aussi que des fois, par rapport à nos acquéreurs, ça peut être aussi parce que voilà, on est maman, on connaît la charge du quotidien et plein de choses, et même des fois pas des astuces, mais vous voyez, par exemple, on rentre dans une entrée, ah ben là vous pouvez mettre les chaussures quand les enfants arrivent, hop ils se déshabillent, machin. Enfin, on a des trucs comme ça que les hommes n'ont pas forcément pensé, et des fois c'est vrai que je dis pas que ça peut faire une vente, mais ça peut, parce que la femme elle va pas forcément arriver à se projeter, tout le monde n'arrive pas à se projeter dans une maison. Et toi, tu lui donnes ah bah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. En fait, finalement, bah oui, on pourrait faire comme ça. Enfin voilà. Il y a aussi, ouais, non, mais c'est clair. Oui, ça par contre, c'est une compétence qui peut s'acquérir, qu'on soit un homme ou une femme. La sensibilité dont tu viens de parler là, c'est vrai qu'on dit souvent que les femmes, naturellement, elles sont plus empathiques que les hommes. Bien que l'empathie, pour moi, c'est une compétence qui peut se travailler. Si vraiment on s'intéresse à l'autre, à ses préoccupations, etc. Mais je suis totalement d'accord que non, mais c'est vrai. Je suis en train de penser, est-ce que les hommes vont penser que là on met les chaussures? Non, mais par contre, ça peut être sur d'autres domaines, les hommes. On peut avoir une empathie sur d'autres domaines. Oui. Et voilà. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer, qu'on soit un homme ou une femme, de toujours, parce que finalement c'est ça, cette empathie-là, le fait de penser, le réflexe que tu viens de décrire là, c'est vraiment le fait de s'intéresser aux gens, à comment ils vivent, à leurs préoccupations. Et ça, on peut le travailler, ça peut être c'est un muscle qui se travaille au quotidien, comme on a vu dans la formation là, avec l'empathie map par exemple, avec le Dissoy Logoi, avec des exercices qu'on fait faire à nos élèves. Et ça, c'est très important. Et c'est sur ce genre de détails, par contre, je te rejoins totalement, qu'on arrive à générer cette confiance-là avec les clients, qui conduit à la vente. Évidemment, comme tu dis, c'est pas ce qu'on a dit là qui fait la vente, mais c'est le climat qu'on instaure à partir de là. Ça. On a un climat vraiment... Moi, enfin, il y en a beaucoup... Je peux vous appeler Sandrine, hein. Oui, bah oui. Et tout de suite, enfin, on n'est pas des amis, mais je veux dire... Mais j'ai plein de clients avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et qui m'envoient des nouvelles régulièrement pour savoir si ça va, enfin, et vice-versa. Moi, je suis pareil, hein. Mais il y a vraiment des clients... Ouais, en général, mes clients, je les chouchoute. Ce que je dis, je préfère avoir peu de clients, et peu de ventes, même si j'en ai pas peu, mais vraiment les chouchouter jusqu'au bout, quoi. Qu'en faire 5-6 par mois et les faire aux 3/4 en fait. Ok. Justement, d'ailleurs, par rapport à tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tu fais des ventes? Est-ce que tu te fixes des objectifs? Et quel est ton but ultime? Je m'en fixe pas d'objectif. Enfin, au niveau financier, je m'en fixe pas. D'accord. Moi, c'est l'humain. C'est que, voilà, une fois qu'on a signé chez le notaire, que mes clients ils soient contents de A à Z, qu'ils aient rien à me reprocher en fait. Ok. Voilà. Moi, c'est vraiment ça. C'est la relation qui passe avant le financier en fait. Et tes projets, alors justement, avec ces ventes-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'anime en fait? Est-ce que, même si, ok, j'ai compris, c'est le côté humain, tu as vraiment envie de gérer de A à Z, mais savoir coup, une ça te permet de faire quoi? notoriété, Ça va te permettre d'investir, de partir en vacances, de faire des projets? Ah oui, de partir en vacances. Là, on est sur un projet de road trip en Écosse. Ah, okay. Pas mal. Il faut aller voir avec toute la famille, avec toute la famille, toute la famille. Ah ouais. À 5, ah oui. Okay. Donc oui, bah, ça, oui. Et puis gâter mes enfants. Enfin voilà. Moi, je suis vraiment, enfin, je vais pas dire que je suis basique, mais je suis assez terre à terre. Et moi, voilà, c'est ma famille. Et après, voilà. Quand tu parles de relation client, est-ce que pour toi, pour vendre plus, il faut vendre mieux? Pour vendre plus, il faut vendre mieux. C'est la question. Mieux dans quel sens? Mieux dans le sens, au plus on se préoccupe de la relation client. Ah oui, mais c'est sûr. Ah mais oui. Mais plus tu vas t'intéresser à ton client, et on en revient toujours à la même chose, à l'empathie, etc. Mais plus tu vas t'intéresser à eux, ils sont même limite. Ça m'est arrivé la dernière fois, j'ai fait visiter une maison, 2 maisons, etc. Et du coup, ma cliente me dit, bah maintenant finalement, je regarde que votre site. Et des fois, elle regarde, c'est pas forcément des maisons que moi j'ai rentrées en plus, mais quand elle appelle à l'agence ou qu'elle envoie un mail, elle demande Sandrine.
Ah, super intéressant. Et pourtant, c'est pas moi qui ai rentré la maison. Donc, c'est vrai qu'en général, nous, quand il y a des appels à l'agence, la secrétaire, voilà, elle voit quelle maison c'est et donc elle oriente l'appel vers la personne qui a rentré le mandat. Et là, en fait, moi, j'ai une cliente, elle sait pas qui a rentré, mais elle appelle et elle me demande moi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la vente, la plupart du temps, enfin, c'était comme ça. Plein de formateurs ou d'experts pensent comme ça, donnent des techniques pour vendre plus. Et donc, l'objectif visé par les formations qu'on peut faire, et nous, on en a fait au début de notre carrière, c'est toujours le fait d'arriver à vendre plus. Donc, on va donner des techniques pour faire plus. Et finalement, il y a très peu on voit très peu finalement de contenu, et nous, c'est ce qu'on essaie de promouvoir dans nos formations, où finalement, pour faire plus, il faut faire mieux. Il faut s'intéresser plus à la personne, faire un meilleur suivi avec elle, créer cette relation de confiance. Ouais, parce que ce qui n'est pas évident dans l'immobilier, c'est que l'immobilier, ça cristallise vraiment tous les préjugés qu'ont les gens sur les vendeurs. Et ça génère en eux un sentiment de méfiance qui est malheureusement dont il est très difficile de se défaire. Et ça, c'est un peu dommage. Mais quand on y arrive et qu'on gagne leur confiance, généralement, ça donne ce que tu dis. Mais c'est ça. Ça m'est arrivé il y a 1 mois. Il y avait une maison qui était en vente depuis le mois de mars. Mais beaucoup trop cher. Et moi, je connaissais, c'est un petit papy qui a été placé en EHPAD et avec qui je discutais. Et j'ai appelé une fois une des filles, et juste pour savoir comment il allait. Bah oui, ça va. Et j'ai rappelé 1 mois après. Et notre maison, elle est en vente. Mais j'en ai pas parlé. Elle m'a dit, j'ai vu que vous avez mis dans 3 agences. Bon, voilà, mais on n'a pas parlé. J'ai vraiment demandé des nouvelles du papy. Et puis, au bout de 3 mois, je l'ai rappelé, toujours pareil. Et d'elle-même, elle me dit, mais vous êtes dispo, là ? Je lui dis oui, pourquoi ? Elle dit, j'ai ma sœur qui est à la maison, vous voudriez pas aller l'estimer, s'il vous plaît ? Et vraiment, je n'ai pas du tout amené sur le tapis. J'y suis allée, et puis voilà, résultat des courses, j'ai négocié, je l'ai eu en exclu, en cas de visite, j'ai vendu. Ah, magnifique. Donc en gros, tu n'as pas démarché, non. Et c'est eux qui sont venus te voir directement. Voilà, je l'ai eu au téléphone juste pour prendre des nouvelles de leur papa, et elle m'a dit, mais vous êtes dispo parce que... Et puis juste comme ça, je dis, vous avez eu combien de visites ? En fait, en 3 mois, on n'en a pas eu. Et d'où te vient ce goût-là, justement ? Parce que ça... Il y a très peu de conseillers qui le font. Nous, on n'arrête pas de le dire. C'est vraiment de s'intéresser aux gens de manière désintéressée. Oui. Ouais, exactement. Ouais. D'où ça te vient, ça ? Est-ce que c'est, je sais pas, peut-être dans l'enfance, dans tes... Je sais pas. Non, je sais pas. Si, je sais. En fait, j'ai un souci avec moi-même, c'est que je veux toujours plaire. Ok. Enfin, il faudrait creuser là, mais on n'a pas le temps. On n'est pas chez le psychologue. Mais... Voilà. Mais je pense que c'est ça, et du coup, j'aime que les gens m'aiment, en fait. Donc c'est plus important que finalement, on va dire, avoir de l'argent, c'est en tout cas faire une vente pour le coup. Ouais. Mais c'est plus important que les gens t'apprécient et que. Ouais, et qu'ils m'apprécient pour mon travail. Hein. J'aime que même quand j'étais salariée, c'était hyper important pour moi que mes chefs, etc., mes supérieurs n'aient rien à me reprocher et disent Sandrine, elle est top, quoi. Je pense qu'on a bouclé la boucle en fait, parce que si on dit que la vente c'est une histoire de séduction et que tu dis que finalement ton but premier c'est de plaire, on a bouclé la boucle. Et finalement le nombre de ventes que tu fais, les réussites que tu as sur ton secteur, c'est une conséquence, mais c'est pas une fin, quoi. C'est toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est la relation avec les gens. Et pour en revenir au petit papy là, justement, donc après je présente l'exclu et tout aux 2 sœurs, et donc j'ai vendu, et puis la semaine dernière je l'ai eu encore en ligne, et elle me dit mais vous rigolez pas, hein, tout ce que vous nous avez dit, vous avez tout mis en œuvre, quoi. Je lui dis non, mais attendez, moi je suis pas là. Elle me dit non, mais on envoie tellement. Je dis mais je sais bien que vous envoyez tellement. Elle me dit on a eu 3 mois, on a eu 0 visite avec 3 agences. Elle me dit vous arrivez, vous nous en faites 4, vous la vendez à un super profil. Et elle me dit en fait, je dis non, mais moi je vous ai dit que je vous racontais pas de pipeau, et que c'était comme ça, et que si je faisais pas quelque chose que je vous avais dit, elle me dit mais non, mais en fait, elle dit jusqu'au bout, quoi. Et elle m'appelle pour que j'aille là-bas ramasser des prunes. Enfin, je vous raconte pas. Mais je vous promets, c'est vraiment après, c'est tout le temps. Ah, c'est génial. Ces gens-là, ils sont de ton secteur en plus ou pas ? Oui. Ouais, ils sont de ton secteur. Donc demain, ça peut faire des recommandations aussi. Ça peut être des gens qui vont t'envoyer du monde. C'est mon secteur. Et la boucle. Ouais, non, mais et elle m'a dit, mais franchement, elle me dit, j'ai encore dit à ma sœur la dernière fois que heureusement qu'on avait Sandrine, hein, parce que sinon on n'y serait jamais arrivé. Je dis non, c'est pas moi, c'est juste que voilà, on a mis en place ce qu'il fallait mettre en place, on a fait d'autres choses, et puis c'est tout. Et c'est pour ça que du coup tu te dis j'ai pas d'objectif en fait. Non. Tu te dis justement j'ai envie de plaire aux gens, de montrer de comment est mon travail, qu'ils soient satisfaits. C'est exactement. Et finalement le fait bien. Tu récoltes les fruits, mais tu ne penses pas finalement aux fruits en fait. Tu penses plutôt au travail que tu vas produire, à ce que tu vas faire, à ce que ça va bien se passer, à l'expérience. Et finalement derrière après ça amène à des ventes, surtout montrer que tous les agents IMO sont pas pareils. Ouais. C'est ça surtout aussi. À chaque fois je leur dis.
Et j'ai dit, à la fin de notre mandat, montrer qu'on n'est pas, j'ai pas les dents qui rayent le parquet et j'ai pas, enfin voilà, je suis une maman, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai une vie, voilà, c'est mon métier, mais je suis pas objectif à tout prix, mentir pour y arriver, enfin non. Et ça, le client le ressent, hein, clairement. Par contre, te différencier, ça, c'est quelque chose que nous, on a remarqué chez toi. Par exemple, dans la communication, tu as amené pas mal de nouveautés dans l'agence dans laquelle tu travailles suite à nos formations. Oui, tout à fait. Du coup, comment ça participe aussi à tes objectifs, finalement, d'une meilleure relation client? C'est vrai qu'ils voient que je fais d'autres choses. Bon, déjà, j'étais pas présente sur Facebook, qu'à titre perso. Et à la suite de vos formations, forcément, je me suis fait un compte pro ou avec Canva. Céline, super outil. Du coup, je fais plein de choses pour me différencier parce qu'en fait, et il y en a peu qui le font. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas vraiment à fond, on va dire. Et du coup, j'essaie d'appliquer au mieux possible. Et puis, le fait de l'avoir amené à l'agence ne faisait strictement rien. Sur le site internet, il se passait rien. Et là, je vois qu'on commence à être vu. Même dans les supports de communication de terrain, tu m'avais montré. Oui, des flyers. J'ai fait des flyers où j'ai fait des mises en scène, notamment pour le marché de Noël, où je me suis déguisée en Mère Noël, entre autres. Oui, je m'investis beaucoup. Jusqu'au bout. Oui, mais j'ai mon mari qui adore parce que du coup, il prend des photos et voilà, c'est un travail d'équipe. Mais oui, des flyers différentiels. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, j'aimerais aller plus loin. Mais il y a des fois, je peux pas trop parce qu'avec l'agence, je veux pas non plus. Même si je mets pas en péril du tout Au contraire. Oui, du tout. Mais voilà, on reconnaît et c'est. Mais c'est sympa. Puis vraiment, c'est super sympa de faire sur Canva, etc. C'est enrichissant. Franchement, on s'éclate. J'avais la dernière fois une maison en vente atypique. C'était une tour, comme une tour de château. Et en fait, mais vraiment. Ouais, c'est voilà, une maison 110 mètres carrés, mais elle a une tour. Et j'avais fait un canevas avec d'un côté de la tour une princesse et de l'autre côté un dragon. Et en fait, j'avais mis, mais vous êtes plutôt princesse ou dragon? Et j'avais posté un truc Facebook comme ça. Et voilà, et j'avais eu beaucoup de vues dessus. Et puis en plus, j'avais enchaîné avec la vidéo de la maison derrière. Donc voilà, et j'avais eu beaucoup de vues, quoi. Et les gens avaient aimé, quoi. Oui, et puis ils avaient rigolé. Il y en a qui avaient dit, c'est drôle. Bon, voilà. C'est super important. Donc pour toi, aujourd'hui, en termes d'état d'esprit avec les clients, finalement, la relation client permet de faire plus de ventes. Oui. Pour toi, c'est vraiment ça ton cheval de bataille, finalement. Et pour arriver à mieux séduire, il faut arriver à être différent. C'est vraiment ça, finalement, ton angle, un peu ta manière d'être. Oui, c'est sûr que quand j'arrive et que je prospecte ou ce genre de choses, je ne fais pas du rentre-dedans comme certains. Je suis très cool, mais en fait, on revient toujours à la même chose. J'écoute. Exactement. Voilà. Tu poses beaucoup de questions aussi. C'est ça. C'est beaucoup de questions, connaître leur vie au quotidien, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, leurs habitudes. C'est ça, en fait. Et après, forcément, tu trouveras plus facilement le bien qui leur correspond, puisque tu connais leurs habitudes. Alors oui, où ils travaillent forcément, mais leurs habitudes de vie, c'est-à-dire, je sais pas, je regarde la télé tard, j'aimerais une pièce. Non, mais je sais pas, je dis n'importe quoi, et tu connais bien leurs habitudes, ou avec les enfants, ou ce genre de choses, et plus tu connais leurs habitudes, et plus, du coup, tu sais ce qui va leur convenir. Je connaissais une conseillère IMO qui, justement, pour encore mieux connaître ses clients acquéreurs, allait directement chez eux, en fait, faire les découvertes acquéreurs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la découverte au téléphone, elle se déplaçait carrément chez la personne pour voir dans quel environnement elle vivait. Parce que ce qu'elle me disait, c'est que quand on voit là où les gens vivent, bien sûr, on peut beaucoup mieux se projeter sur ce qui va leur plaire, en fait. Tout à fait. Et alors, c'était beaucoup de temps, de temps passé parce que, voilà, exactement. Donc, elle les préqualifiait un peu au téléphone, puis elle allait chez eux. Mais quand elle sentait que c'était chaud, elle faisait ça. Et bon, elle travaillait aussi en mandat de recherche, donc c'était pas anodin. Oui. Mais voilà, c'était une manière pour elle de justement mieux rentrer en empathie avec les gens, d'aller chez eux et de les cerner, en fait. Les cerner comme ça, voilà, exactement, au mieux. Ok. Et puis, comment toi, tu vois aussi la partie investissement, que ce soit en communication ou en formation, parce que tu as suivi des formations depuis que tu es rentré dans l'immobilier. Et pareil, en communication, tu fais quand même pas mal de choses. On l'a vu, des jeux concours, des flyers, tu t'investis sur les réseaux sociaux. Tu fais même des vidéos avec ton mari maintenant sur ton secteur. Comment tu vois cette partie-là, investissement? Est-ce que c'est quelque chose pour toi
que tu définis déjà en amont dans l'année. Tu dis, OK, bah voilà, là, je vais allouer tant de pourcentage de mon chiffre d'affaires à ma communication. Est-ce que tu fais ça de manière beaucoup plus épisodique en fonction de tes envies du moment? Comment tu vois la partie investissement parce que tous les conseillers immobiliers sont censés être des entrepreneurs à part entière et l'investissement, c'est quelque chose d'important. Donc, comment tu vois cette partie-là? Alors, tout ce qui est les supports, etc., nous, c'est plus quand j'ai envie. D'accord. Et puis, des fois aussi, quand on a le temps. Alors là, en ce moment, ça va, mais c'est plus quand j'ai envie ou quand j'ai une idée. Voilà, j'en parlais avec mon mari parce que lui, comme il a à fond vidéo et tout ça, voilà, il peut me donner des conseils. Mais c'est plus, je me dis pas, je vais faire ça, je sais pas moi, une fois par mois ou je vais allouer tant. Après, au niveau investissement, c'est vrai que moi, j'ai... on a pas une caméra, mais avec l'appareil photo, on peut faire plein de choses. On a un PC, on a pas mal de choses. Donc, au niveau investissement, on va dire pécunier, à part les flyers, c'est ça en fait que je paye. Le reste, c'est plus du temps. C'est beaucoup plus de temps. C'est plus du temps. Mais après, je délègue un petit peu parce qu'il y a des choses que je sais pas faire. Donc, mon mari il aime bien en plus. Donc, je délègue un peu tout ce qui est montage et tout ça. Mais après, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important parce que les vidéos déjà, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de retours sur les vidéos et puis ça nous fait nous différencier aussi parce que finalement, on est très peu à faire des vidéos. On est très très peu à faire des vidéos. Alors des flyers, oui. Sur ton secteur, typiquement, t'es peut-être la seule à en faire. Ouais, non, mais oui, parce que moi je regarde, évidemment, entre agences, on se connaît. Et je regarde, et sur leur site, oui, il y a des vidéos de maison, il y a des annonces, mais il n'y a pas du tout de vidéos autres, on va dire. Donc oui, non, mais c'est sûr que dans le secteur, oui, je suis une des seules. Il n'y a pas de vidéo... Okay. Ni de chaîne YouTube d'ailleurs. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on trouve vraiment intéressant avec la vidéo, alors il y a tous les sujets dont on peut parler autour de l'immobilier, bon, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de parler d'autres choses que de l'immobilier. Ouais. Exactement. C'est ce qu'on dit très souvent d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on recommande dans le livre Adopte un agent. Oui. Je pense que tu as. Oui, tout à fait. Heureusement. Oui, je l'ai lu. Non, mais ça, c'est hyper important d'arriver à faire des vidéos où on parle d'autres choses finalement, où justement, en fait, on va rentrer en connexion avec l'autre sur tout un tas de sujets différents. Ça peut être l'art, ça peut être la musique, le cinéma, le secteur, même les actualités du secteur. Oui, c'est ça. Sans parler d'immobilier forcément, quoi. D'ailleurs, tu as fait du coup une action, tu nous disais, avec le maire de ta ville. Oui, en fait, j'ai fait une première vidéo, il y en aura d'autres à suivre, avec le maire de la commune juste à côté, qui est la commune de mon secteur. Donc, je compte faire des vidéos de tous les villages de mon secteur, en fait. Et donc, il y avait le maire, donc il nous a parlé de la commune, de l'école, par exemple, des activités, des associations, des commerces, etc. Et c'était vraiment super sympa. Et je l'ai mis sur YouTube et voilà, j'ai eu... ça a bien marché. Ouais. Sur Facebook aussi. Ouais, sur Facebook aussi, je l'ai partagé et vraiment, ça a vraiment bien marché. J'ai eu beaucoup de vues. Ouais, c'est super. Et puis, ça donne une belle image aussi parce qu'on montre que... En fait, un petit peu dans ce que tu disais, ça montre que tu n'es pas juste là pour vendre, tu es là aussi pour partager avec les gens. Ça peut montrer aussi qu'on a un amour pour son Oui, c'est ça, qu'on territoire. connaît, voilà, exactement, qu'on connaît notre secteur, qu'on n'est pas là comme ça juste pour vendre, qu'on connaît rien, oui, on connaît. Il y a quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'agence, tu sais, dans les groupes. On s'investissait quand même beaucoup dans les groupes justement de la ville et on était beaucoup à essayer de répondre en fait à l'agence. Aux problématiques des gens. On répondait aux problématiques des gens parce qu'évidemment on connaissait bien notre ville. Des fois c'était rien, des fois c'était je cherche un médecin de confiance. Oui, c'est ça. Des fois c'était un parking proche de quelque chose. Ouais. C'est ça. Et en fait à force de communiquer, de répondre aux gens et d'aider finalement, eh bien un jour il nous est arrivé un truc assez sympa, c'est que du coup dans le groupe il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous connaissez une agence immobilière, je souhaiterais vendre mon bien, etc. Et là, en fait, automatiquement, on a été recommandé en fait, par tous les gens. C'est-à-dire que nous, on n'y est même pas allés, on n'a même pas proposé nos services. C'est les gens eux-mêmes qui ont proposé nos services en disant allez à telle agence, ils sont super, etc. Surtout qu'en fait, nous, on faisait vraiment pas du tout ça pour le business. Là, vraiment, c'était à titre personnel. Bon, évidemment, nos Facebook étaient orientés IMO parce que voilà, c'est notre métier. Mais on faisait pas ça dans l'intention d'avoir un retour un jour. C'était juste par plaisir, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, c'est assez incroyable la puissance que peuvent avoir ces petits groupes locaux là. Oui, moi je suis sur plein de pages comme ça, locales. L'erreur principale des conseillers, c'est de se dire, allez, je vais aller mettre mon annonce, ma pub, mes services, etc. Alors que si on y va vraiment dans un but d'aider,
eh bien, au bout d'un moment, les gens finissent par se dire, tiens, c'est qui cette personne? Et puis, ils vont sur le profil, et puis là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il est dans l'immobilier. Ce qui est rigolo, c'est que par rapport à ça, on observe un comportement qui est quand même assez surprenant, je trouve. C'est que quand on décide de manière professionnelle d'aller sur ces groupes Facebook pour avoir des actions, très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les conseillers immobiliers ne tiennent pas la durée, la distance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un objectif professionnel. Et comme ils ont un objectif professionnel, ils disent qu'il faut que ça paye. Et si ça ne paye pas au rythme où ils veulent eux, eh bien, malheureusement, ils laissent tomber. Et là, on en revient vraiment à la sincérité, vraiment la sincérité dans l'intention qu'on met à faire les choses. Si le but premier, c'est de créer du lien et d'être vraiment avec les gens, de nouer vraiment des connexions sincères avec les gens, là, on va durer et là, on aura peut-être un retour. Alors, ça va dépendre quand, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais combien, voilà. On donne, et puis un jour, on a un retour. Mais ceux qui partent avec cette intention d'avoir des résultats business, généralement, au bout de 2-3 mois, ils abandonnent et voilà. J'ai une cliente comme ça qui est venue parce que j'étais dans un groupe du village où j'ai interviewé le maire et elle a vu que je publiais des choses et que je disais des choses, etc. Et elle m'a demandé en amie parce qu'elle cherche une maison sur ce village. Et en fait, j'ai déjà fait plusieurs visites avec elle. Elle a une maison à vendre. Je suis allée l'estimer. Et même quand j'ai rien à lui proposer, eh ben, on discute. Voilà. Et elle m'a dit, en fait, Sandrine, vous êtes top, hein, vraiment. Voilà. Et c'est elle qui est venue vers moi parce qu'elle a vu. Et je publiais pas que du contenu immobilier. Voilà. Hein, je publiais surtout des assos, des marchés de Noël, des trucs comme ça, quoi. Et maintenant, je l'ai toujours. Et voilà, je lui cherche sa maison. Et par rapport à ça, il y a autre chose qui est aussi hyper important. Donc, il y a la sincérité dans l'intention. Ça, c'est une certitude. Il y a le type de contenu qu'on va proposer. Et ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on peut réussir sur le digital sans jamais rien publier. C'est-à-dire juste en interagissant avec les gens, en fait. C'est-à-dire, on peut très bien arriver sur un groupe Facebook, justement, voilà, répondre à des commentaires, à des demandes, etc. Et c'est des fois plus puissant que de faire un contenu qu'on va essayer de pousser pour qu'il soit vu le plus possible, dans l'intention, des fois, de séduire sur notre métier, quoi, finalement. De dire, voilà, je suis professionnel, je sais pas, on voit plein de vidéos comme ça, 3 conseils pour bien vendre, etc. Généralement, ça marche pas du tout. Par contre, mettre et interagir dans les commentaires des gens, donc soit dans les groupes, soit directement sur leur profil, ça fait un effet waouh incroyable. Il faut interagir. Exactement. On est vraiment passé du marketing de contenu, je trouve, au marketing conversationnel. Exactement. C'est vraiment ce que... Nous, on l'a toujours fait. Par contre, que ça soit dans notre... Quand on avait l'agence, ou même aujourd'hui, on interagit avec énormément de conseillers immobiliers. Des fois, c'est rien. Des fois, on prend juste le temps de mettre un like. Quand on trouve ça vraiment intéressant, on met un commentaire. Et on continue à le faire. Je prends l'exemple de Hanan, je dis toujours ça, mais je ne sais pas si tu connais Hanan chez toi. Voilà. C'est très rigolo parce que, ou Magali Gilles, qui est aussi vers chez nous, on a eu des conversations des fois le soir à 10h30, 11h à parler d'immobilier, quoi. Et bon, il faut aimer ce qu'on fait, quoi, pour faire ça, je pense. Si on se dit, on en espère. Si on se dit, ok, moi à 18h, je réponds plus, je fais pas. Exactement. C'est terminé. Et c'est vrai que nous, dans notre activité de formation, on a gardé ça, finalement. C'est un pli, ça, je pense, qu'on a de... Non, mais moi, c'est pareil. Hein, les jours de repos, je suis rarement en repos le lundi. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Ou s'il faut faire une visite, je vais la faire. Et je suis toujours... toujours en fait, le cerveau, il ne s'arrête jamais de tourner dans ce métier-là. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut vraiment arriver à prendre des plages où on va même si dans le cerveau, ça ne coupe pas, mais on coupe les interactions. À un moment donné, je pense que c'est vraiment nécessaire. Je prends toujours l'exemple de l'année où j'ai fait le plus de ventes. J'en ai fait 52, donc c'était énormissime. J'ai couru partout pendant toute une année. Et je raconte toujours cette anecdote-là parce que je dis toujours, ma meilleure année en chiffres a été ma pire année en termes de santé, on va dire, de santé mentale et perso. Et quand j'ai fait cette année-là, je me rappelle au mois d'août, j'ai dit à Céline, j'éteins mon téléphone 3 jours. Et je me rappelle, je l'ai éteint, pour la petite anecdote, je l'ai mis dans mon placard à chaussettes. Et au bout de 3 jours et tout, j'ai dit non, je vais prendre 3 jours de plus. Et puis non, je vais prendre 3 jours de plus. Et ça a duré 2 mois. 2 mois où je n'ai pas pu sortir mon téléphone de mon placard à chaussettes tellement j'étais sur les nerfs. Donc au final, cette année-là, elle était très bien parce que oui, financièrement, c'est bien. Mais par contre, si on est à plat, et là, franchement, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre, en réalité. Parce que c'est la course, parce que 52 ventes, c'est énorme. Ouais, 52 ventes, voilà, et on travaille de 7h le matin à 20h le soir et on ne s'arrête pas un jour dans l'année, quoi. Et c'est pas bon. Il vaut mieux faire, et c'est ce que je dis, moi, mon rythme de croisière, c'était plutôt 30 ventes par an. Exactement, 30 ventes par an, c'était très bien. J'avais mes week-ends, je pouvais prendre mes semaines de vacances quand j'avais envie. C'est un gros avantage du métier, c'est de partir quand on veut.
mais mieux vaut 30 ventes avec une santé mentale saine que 52. Voilà, parce et sinon... du coup, c'est une belle leçon, ton parcours, Sandrine, je trouve, de nous montrer qu'aujourd'hui, on est capable de s'intéresser aux gens, de donner de sa personne, de montrer que l'humain est au cœur de tout ça, sans avoir des objectifs, une ambition débordante d'un certain nombre de ventes, etc., etc. Parce que finalement, les résultats, tu les as et tu as de très bons résultats aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de ta stratégie, en fait. Donc, les clients, ils le sentent. Ouais. Les clients, ils le sentent. Si on arrive avec des objectifs financiers derrière la tête, ils nous voient arriver, ils le sentent. C'est une question d'énergie. Alors, chacun y mettra les termes qu'il veut, mais ça, je suis sûr et certain que ça se ressent. Oui, c'est sûr, ça D'ailleurs, quand tu as fait 2 ventes ou 3 ventes déjà dans le mois et que tu vas signer la 4e, elle est toujours plus facile. Exactement. Parce que les clients, ils le sentent, en fait. Tu l'as fait, c'est bien. Tu l'as fait pas, c'est pas la fin du monde. Tu as déjà fait tes 2 et 3 ventes juste avant. Donc, comme quoi, il y a vraiment une différence de comportement et on est différents. Il y a quelque chose qu'on me disait souvent quand je faisais des négos. On me disait toujours, on dirait que vous ne voulez pas vendre. Et c'était très rigolo parce que j'avais un tel détachement par rapport à l'enjeu. Alors bon, peut-être parce qu'il y avait du volume et c'est sûr que ça aide aussi et machin. Mais mon but premier, c'était de montrer que... Le client, s'il veut acheter, c'est sa responsabilité, c'est lui qui voit, quoi. Et le vendeur, pareil, s'il veut accepter, c'est sa responsabilité, c'est lui que ça regarde. Et moi, finalement, si dans tout ça, j'arrive à faire mettre tout le monde d'accord, bah, tant mieux pour moi, mais c'est secondaire. Et si tu arrives à faire passer ça comme ressenti au client, c'est excellent, en fait. Je préférais quelqu'un qui me disait j'ai l'impression que vous ne voulez pas vendre, que quelqu'un qui se serait méfié en disant il veut absolument me la refourguer. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça, c'est jamais des... On en revient toujours à la méfiance et à la confiance. Le fil, il est la confiance, elle met beaucoup de temps à se gagner. Par contre, la méfiance, elle se déclenche en un regard presque des fois. C'est vrai, hein. Un regard suffit pour déclencher la méfiance. Du coup, je pense que Sandrine, elle, la confiance de la part de ses clients, elle l'a, c'est sûr. Ah bah oui, là, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que oui, mais ça va. Mais ouais, puis j'ai toujours des nouvelles de clients à qui j'ai vendu il y a 2 ans, il y a 3 ans, enfin, qui m'appellent toujours, ou un petit message, ou quand est-ce que vous passez à la maison, enfin... Parce que, ouais, mais j'aime bien être... voilà, je suis proche des gens et c'est ce que je dis, je préfère en faire moins par mois, même si, voilà, j'ai un bon rendement, mais je veux dire, je préfère, voilà, en faire moins qu'en faire trop et oublier des clients, non. Il y a un livre que je peux te conseiller, qui, je pense, du coup, te plairait beaucoup. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a, l'année dernière, fait complètement changer de virage par rapport à notre activité actuelle, mais tu vas t'y retrouver. C'est un livre de Paul Jarvis qui s'appelle Company of One. Et c'est un livre qui parle justement de comment une petite entreprise, parce que en tant qu'indépendant, on est une petite structure, même si on peut avoir des freelances ou des salariés avec nous, et comment en fait on peut, en faisant moins, faire beaucoup plus. Justement, on en revient à cette notion-là. Et c'est très intéressant parce qu'il disait que mieux vaut peu de clients qu'on arrive à satisfaire au maximum, un petit peu comme ça. Exactement. Et eux vont nous en ramener beaucoup. Exact. Nous, dans le coaching perso, à chaque fois qu'on fait des coachings perso, nos coachings perso, comme on est là tous les jours, on crée un lien qui n'est pas que immobilier, on va dire. Ça génère plus de résultats. Humainement, forcément, il y a un rapprochement qui s'est fait. Et forcément, comme de par hasard, les gens qui nous recommandent le plus sont les gens qu'on a eu en coaching perso. Le mieux amène le plus, en fait. Et donc, je pense que tu devrais lire ce livre. Il est super intéressant. Bon courage, par contre, il est en anglais. Ouais, il est en anglais. Il est en anglais, mais bon. Mais bon, on va s'y atteler. Pas de problème. Ça va aller. Ça va aller. On arrive bientôt au terme de cet épisode. Avant de conclure, pour les gens qui nous regardent, évidemment, on a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait vraiment un conseil que tu aurais à donner pour que les gens obtiennent le même succès que toi sur ton secteur? Ça serait vraiment quoi le point d'orgue? Moi, je pense que c'est être vrai. C'est tout. Ah, c'est beau. Ouais. C'est une très belle fin. Ouais. On va rester sur ces 3 mots, c'est très bienvenu. C'est pas long, mais c'est précis et clair. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est toi. Voilà. Super. Merci Sandrine. Merci beaucoup Sandrine, c'était super, on a passé un bon moment. Ouais. Et puis à très bientôt du coup pour un prochain épisode des icônes de l'immobilier. À très vite. Salut.